Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au théâtre grec antique. Je vous entends déjà vous demander à quoi va bien pouvoir vous servir cette capsule sur le théâtre de l'Antiquité. Je vous réponds tout de suite. Cela va vous permettre de comprendre le théâtre du XVIIe siècle, donc le théâtre classique, nous y reviendrons, qui est au programme de seconde. Alors partons à la découverte de ce théâtre antique. Pour débuter notre étude, nous allons nous pencher sur l'architecture du théâtre antique, donc sur l'agencement et la fonction de ce bâtiment. Le théâtre antique est divisé en 4 parties fondamentales. Premièrement, les gradins, qui permettent aux spectateurs de s'asseoir et d'assister à la représentation. Ensuite, la skéné. Attention, il s'agit d'un faux ami. Il ne s'agit pas de ce que nous appelons aujourd'hui la scène, mais bien du mur de fond du théâtre, qui permettait d'assurer une bonne acoustique, mais était également, comme vous pouvez le constater grâce aux portes et ouvertures visibles sur la photo, un bâtiment qui servait de loge aux comédiens, qui pouvaient ainsi s'y préparer ou s'y changer entre les scènes. Le troisième élément constitutif du théâtre et indispensable à toute représentation est bien entendu la scène, que l'on appelait à l'époque le proskénion. C'est l'endroit où se déroule, comme vous l'imaginez bien, la représentation. Enfin, le dernier élément, mais pas des moindres, est l'orchestra. C'est un lieu extrêmement important qui se situe entre les gradins, donc les spectateurs, et le proskénion, donc les comédiens. Nous verrons l'importance de ce lieu, notamment au niveau du rituel qu'est le théâtre. L'utilisation du mot rituel que je viens d'évoquer n'est pas anodine. Il vous faut bien comprendre qu'avant d'être un acte culturel comme nous l'envisageons aujourd'hui, le théâtre a été, dans l'Antiquité dès sa naissance, un rituel religieux à part entière. En effet, à l'origine, des concours de théâtre prenaient place dans le cadre de ce que l'on a appelé les Dionysies. Il s'agit d'une fête religieuse qui dure plusieurs jours et qui est dédiée, comme son nom l'indique, au dieu Dionysos, le dieu du vin et du théâtre. Il faut comprendre que la présence au théâtre n'était pas optionnelle. Tout citoyen se devait d'assister aux représentations de tragédies et de pièces en l'honneur de ce dieu grec. Il s'agissait donc d'un culte religieux rendu au dieu et non d'une simple représentation culturelle, comme nous la connaissons aujourd'hui. Plusieurs éléments prenant place dans l'orchestra attestent de ce caractère religieux du théâtre grec antique. Évoquons tout d'abord la présence d'une statue de Dionysos et d'un autel qui lui est dédié. Rappelons qu'un autel est une table sacrée servant aux sacrifices rituels et aux offrandes. Et c'est d'ailleurs par le sacrifice d'un bouc que chaque journée de représentation débutait. Si vous doutez encore de la portée religieuse du théâtre à l'époque, sachez que le mot tragédie se traduit par chant du bouc. Le chant étant le cri que le pauvre animal poussait quand on le sacrifiait à Dionysos. Ce n'est donc pas un hasard si la pièce tragique a pris un nom évoquant l'acte du sacrifice. De ce fait, la tragédie devient donc littéralement une offrande dédiée à Dionysos. Maintenant que la portée religieuse du théâtre antique n'a plus de secret pour vous, nous allons nous intéresser aux usages et évolutions du théâtre grec antique. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'orchestra est situé entre le public et les comédiens. Ce n'est donc pas un hasard si le chœur s'y trouve. En effet, ce que l'on appelle le chœur est un ensemble de citoyens, de spectateurs donc, qui sont invités à venir interpréter une part de la pièce dans l'orchestra, par leur chant, par leur danse et par leur pratique de la musique. Si le chœur occupe cette position médiane, c'est qu'il a pour rôle de commenter, d'expliquer par son chant les actions qui sont données à voir par le biais de la représentation théâtrale. Son rôle est également de guider les spectateurs dans leurs réactions, leur proposant tantôt d'adopter le rire, les pleurs, voire des cris d'indignation. De façon un peu cavalière, on pourrait considérer que le chœur est une version ancienne des chauffeurs de salle
ou même des rires enregistrés que l'on peut trouver dans certaines séries télévisées. Maintenant que nous avons évoqué tout ce qui entoure la scène, il est plus que temps de regarder de plus près ce qui se passe sur le fameux proskenion. Jusqu'au VIe siècle avant notre ère, les cultes dionysiaques se résumaient à des dithyrambes, des chants laudatifs en l'honneur des dieux, qui étaient interprétés par le chœur seul. Il accompagnait son chant de danse. Aucun comédien n'était donc nécessaire et il n'y avait donc aucun comédien sur scène. À partir de la fin du VIe siècle, la représentation théâtrale prend de l'essor dans les Dionysies. Un comédien apparaît donc sur scène. Il lui incombe, seul, de représenter tous les personnages des pièces qu'il interprète, féminins comme masculins. Cet état de fait souligne un autre rôle plus pragmatique du chœur. Il doit chanter pour distraire les spectateurs pendant que le comédien change de costume. Le théâtre grec antique va connaître une nouvelle mutation sous l'impulsion d'Échille. Échille est un dramaturge encore connu de nos jours pour sa maîtrise de l'art de la tragédie. Il va donc décider qu'un comédien n'est pas suffisant, et c'est ainsi que 3 comédiens apparaissent sur scène. Par contre, il n'abolit pas l'interdiction faite aux femmes de devenir comédiennes, et ces comédiens endossent toujours les rôles féminins. J'imagine aisément votre perplexité à ce moment précis. Comment ne pas tomber du tragique au burlesque, voire au comique, si les comédiens se travestissent sur scène pour interpréter des rôles féminins? La réponse est simple, grâce aux accessoires. Et notamment grâce aux masques. En plus de masquer l'apparence du comédien, ce masque permet, par sa représentation exagérée du sentiment que ressent le personnage, ici la colère, visible par les sourcils froncés notamment, le masque permet donc au spectateur d'avoir une compréhension immédiate des intentions du personnage, et ce même si le spectateur est très éloigné de la scène. La large ouverture au niveau de la bouche, quant à elle, permet de positionner un porte-voix afin que tous entendent les vers interprétés par le comédien. Dans le même souci d'immédiateté de la compréhension, l'utilisation des cothurnes, ces chaussures compensées, permettait à tous les spectateurs de connaître le rang social du personnage représenté, et ce, même avant qu'il ait parlé. Il existait différentes tailles de talons, hauteurs de talons, les cothurnes les plus hautes représentant les dieux, celles un petit peu plus basses les héros, puis un petit peu plus basses les rois, tous 3 surplombant par leur taille le commun des mortels. Ainsi, si sur la scène était représenté un dieu à côté d'un paysan, le dieu paraissait bien plus grand que le paysan qui ne portait pas de cothurne. Cela signifiait que le dieu était bien plus puissant que le paysan, de façon très visuelle. Cette capsule sur l'organisation du théâtre grec est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez la moindre question ou le moindre doute, n'hésitez surtout pas à m'en faire part lors de notre prochain cours. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule.